Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, bien sûr, que sont les situations de ce que nous appelons une crise épistémologique. Donc, on va essayer de voir un certain nombre de situations dans lesquelles la physique était pleinement en crise épistémologique. Mais avant ça, je tiens absolument à rappeler ou à porter à votre connaissance un certain nombre de choses. Alors, le philosophe Bertrand Russell, quand il parle de la science, il dit que la science ne cherche pas à énoncer des vérités éternelles ou des dogmes immuables, comme elle ne prétend pas que chaque étape est définitive et qu'elle a dit son dernier mot. Non, loin de ça. Mais elle cherche humblement à cerner la vérité par approximation successive. Autrement dit, l'évolution de la science, la progression de la science, le développement de la science, il se fait par étapes. Un autre philosophe, un autre physicien, Alexandre Koyré, il nous dit que le pari réel de la physique moderne, c'est d'expliquer le réel empirique par l'impossible. Autrement dit, ce n'est pas tout ce qui nous paraît dans le réel empirique comme étant vrai, il n'est pas nécessairement vrai. Et le meilleur exemple, c'est celui de Galilée dans le cas de la chute libre des corps. Quand on laisse tomber des corps en chute libre, eh bien, il est tout à fait normal que le plus lourd tombe le premier. Ça, c'est ce qu'on observe. Ça, c'est ce qu'on remarque. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Il paraît qu'il y a des références, il y a des bouquins, des livres, des écrits qui racontent que M. Galilée est monté en haut de la tour de Pise et qu'il a lâché des corps dans une expérience. Alors ça, c'est vraiment de la bouillie. Ce n'est pas vrai parce que s'il avait fait ça, eh bien, le corps le plus lourd, il allait tomber le premier. Et donc, c'est juste quelque chose, un petit mensonge, en fait. Monsieur Galilée, il a bien compris, en faisant une expérience de pensée, que la chute libre des corps, elle se fait à la même vitesse. C'est-à-dire que le poids, la masse, en quelque sorte, ne joue aucun rôle puisque c'est un mouvement qui est accéléré. Et donc en physique, quand vous écrivez M gamma, dans cette situation-là est égal à mg, et donc la masse n'a aucun rôle. Alors il fallait que Galilée pense d'une manière tout à fait différente. D'une manière que nous pouvons qualifier d'impossible, juste impossible, devant ce que nous observons dans la réalité. Et donc, conforme à l'observation n'est pas toujours synonyme de vrai. Hein? Bien. La deuxième chose à laquelle je tiens aussi de préciser, c'est qu'il faut savoir que les lois physiques ne changent pas dans le temps, alors que les lois de la physique, elles changent. La physique étant une discipline, on a des modèles, on a des théories, et ces modèles et ces théories, ils évoluent par approximation, comme il l'a dit Bertrand Russell. Alors que les lois physiques, elles ne changent pas. Les lois qui ont façonné notre univers sont toujours les mêmes actuellement. D'ailleurs, ce qu'on fait au CERN, lorsqu'on accélère les hadrons,
c'est pour remonter aux conditions. Ce sont les conditions de l'univers qui changent, pas les lois. Donc, au CERN, on essaie de retrouver les conditions qu'avait notre univers autrefois, et les mêmes lois, ils sont là. Ils se manifestent toujours de la même manière. Les lois ne changent pas. Alors maintenant, cette situation bien précise, lorsque nous faisons une expérience et que les prévisions théoriques ne sont pas confirmées par les résultats de l'expérience. C'est-à-dire qu'on a donc une contradiction entre les résultats de l'expérience et les prévisions théoriques. C'est cette situation qu'on qualifie d'une situation d'une crise épistémologique. Et alors là, quelles sont les solutions possibles dans une telle situation? Eh bien, il n'y a que trois, pas plus. La première, c'est la plus évidente. Pardon. C'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de mesure, tout d'abord. Il faut vérifier son protocole expérimental, s'il n'y a pas un câble qui lâche par-ci ou par-là, si tous les appareils sont bien réglés, s'ils fonctionnent correctement. Ensuite, il ne faut pas oublier l'interprétation qu'on donne. Il faut revoir son interprétation. Dans le domaine de la mécanique quantique, la mécanique quantique, on ne fait pas une lecture sténographique du réel, mais c'est l'interprétation qui compte. Ce n'est pas comme la mécanique classique. Là, on fait une lecture, toc, une mesure. Il y a une grande différence. Donc il faut revoir son interprétation. Alors si on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de mesure, il n'y a pas d'erreur d'interprétation, le protocole expérimental est bon, tout fonctionne comme il est censé fonctionner, alors là, il y a deux autres solutions. Soit une solution ontologique ou une solution législative. Je vais commencer par l'exemple d'une solution ontologique. Eh bien, nous savons tous qu'au début du XIXe siècle, l'astronome Alexis Bouvard, en voulant calculer les éphémérides d'Uranus, il constata qu'il était impossible de représenter correctement, par le calcul, le mouvement de cette planète. Les prédictions de la théorie de Newton n'étaient pas en accord avec les résultats de l'observation. Voilà la situation d'une crise épistémologique. Alors il eut l'idée que ce mouvement pouvait être perturbé par l'attraction d'une autre planète qui n'était pas connue par les scientifiques. Donc il suppose l'existence d'une autre planète, et c'est cette planète qui fait que, puisqu'elle n'est pas intégrée dans les calculs, le résultat des calculs, selon la théorie de Newton, était non conforme à l'observation. Alors plusieurs astronomes ils s'employèrent à essayer de vérifier cette hypothèse et de trouver cette nouvelle planète. Le Verrier, suite à un calcul dans le cadre de la théorie de gravitation de Newton, il prédit la position de la nouvelle planète, qui fut trouvée presque immédiatement à l'observatoire de Berlin. Et c'est Neptune, la plus lointaine des 8 planètes du système solaire. Donc voilà, dans cette situation, on a postulé l'existence d'une autre planète qui a été observée, qui a été trouvée par les observateurs, par les astronomes, et donc ça c'est une solution dite ontologique. C'est la découverte d'une planète en fait.
Maintenant, je vais prendre un autre exemple où la solution est une solution législative. Vous savez, le modèle standard des particules élémentaires, c'est un modèle théorique qui concerne les interactions élémentaires ou fondamentales et la classification de toutes les particules subatomiques connues. Ce modèle, si vous parlez, si vous discutez avec les gens qui s'intéressent au modèle standard, ce modèle, il s'appuie sur la théorie des jauges. Vous savez, toutes les interactions, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte dans le noyau, l'interaction faible, toutes ces interactions, ils sont modelées avec une symétrie dans la théorie. Pour chaque interaction, il y a un groupe représentatif et donc ils font des calculs de probabilité en se basant sur ces groupes-là. Alors, dans les années 70, les résultats obtenus par ce modèle, il attribuait une masse nulle pour toute particule élémentaire. C'est-à-dire, si le modèle standard était juste, alors la masse de toute particule élémentaire est nulle. Et donc là, tout le monde était sous le choc. Parce que notre raison, notre intellect, il est formaté d'une telle manière que nous avons du mal à comprendre une matière sans masse. La masse, il est incarné dans la matière. Substance et substantialité, ce sont deux choses qui sont liées. On ne peut pas imaginer, il nous est difficile d'imaginer l'existence d'une matière qui n'a pas de masse. C'est un peu... Et le problème ici, c'était pour toutes les particules élémentaires, sans exception. Alors il y a des questions qui se sont posées sur la masse finalement. Donc tout le monde était sous le choc. Alors la masse, vous voyez, la masse, là je vais prendre un exemple. Vous voyez cette personne-là, quand vous prenez une voiture, vous laissez tomber les freins à main et vous poussez. La voiture-là, il est sur une chaussée bien goudronnée. Le monsieur, il arrive quand même à pousser la voiture sans aucune difficulté. Maintenant, si je prends la même voiture, je dis bien la même voiture, je prends le même bonhomme, mais cette fois-ci dans un autre environnement. Pas sur une route goudronnée, une chaussée goudronnée. Non, je vais prendre un environnement avec un terrain accidenté. Par exemple, un terrain de boue, plein boue. Alors le mec, il va trouver toutes les difficultés du monde pour pousser la voiture. C'est juste impossible de la pousser. Donc, la voiture, c'est la même voiture. Elle a le même nombre de particules, le même nombre d'atomes, les mêmes atomes, autrement dit la même masse si vous voulez. Mais dans un cas, il peut la pousser, dans un autre cas, il ne peut pas la pousser. Vous voyez, quand on écrit F égale m gamma, la masse qui figure dans cette formule, c'est la masse inertielle. Vous voyez, si vous voulez déplacer un corps, si vous voulez lui donner une accélération importante, il faut une force importante. Et la masse qui est là, c'est la masse inertielle. Quand cette masse inertielle est très grande, il est vraiment difficile de mettre le corps en mouvement. Et cette masse inertielle, il est donné par l'environnement. C'est il est là que la masse, comme grandeur physique, il est attribué par l'environnement à un objet, c'est pas une propriété intrinsèque. Voilà. Les gens avaient des difficultés de penser l'existence de matière sans masse, c'est parce qu'ils pensaient que la masse était une propriété intrinsèque. Ben non. Et donc voilà ce qu'avaient compris 3 physiciens. Et au moment de la crise, un certain monsieur Brute, anglais, et Higgs, ils ont pensé autrement.
Ils se sont dit peut-être que les résultats qu'on a obtenus, ils sont corrects, que les masses de toutes les particules subatomiques, sans aucune exception, ils n'ont pas de masse, en fait. La masse n'est pas une propriété intrinsèque, mais c'est l'environnement qui donne à telle ou à telle particule sa masse. Donc les particules, ils acquièrent en fait, c'est ce qu'il avait compris, ils ont postulé l'existence d'un champ, qui est le champ du Higgs. C'est un champ scalaire, et c'est bien sûr, au début, la création de l'univers, juste après le Big Bang, il n'y avait pas ce champ-là. Les particules, toutes les particules n'avaient pas de masse, elles avaient des vitesses de la lumière, pas de masse, et puis toc, ce champ-là a été créé, ce champ-là est apparu dans l'espace. Et à partir de cet instant-là, l'interaction entre les différentes particules et ce champ-là fait que les particules ils ont des masses. Autrement dit, c'est l'environnement maintenant, il y a eu un changement d'environnement, et maintenant avec ce nouveau environnement, les particules ont bel et bien une masse. Donc les particules ils acquièrent une masse lors de leur interaction avec le champ de Higgs. Plus l'interaction est forte, plus la particule est massive. Les photons, par exemple, n'interagissent pas avec ce champ. Ils n'ont pas de masse. D'autres particules élémentaires, ils interagissent avec ce champ et ils sont donc doués et dotés de masses diverses. Donc voilà là, dans ce cas-là, une solution à ce moment de crise. Il y a eu une réponse législative. Je vais prendre encore un autre exemple de solution de situation de crise épistémologique à laquelle les scientifiques ont donné une réponse législative. La trajectoire d'une planète isolée autour du Soleil, il est déterminé selon la théorie newtonienne, qui est une ellipse invariable. Cette ellipse, il est invariable. Vous voyez, parce que vous avez un champ de force en 1 sur R2. Alors, 1 sur R2, quand vous calculez le moment cinétique, qui est bien sûr la R vectorielle de l'impulsion P, si vous faites la dérivée dans le temps du moment cinétique, vous allez trouver que c'est nul. Et donc, puisque le moment cinétique il est perpendiculaire au plan de la trajectoire, puisque sa dérivée est nulle, ça veut dire qu'il ne varie pas. Autrement dit, que le plan ne varie pas. Autrement dit, la trajectoire est une trajectoire plane. La trajectoire, c'est dans un plan. Alors, cependant, l'observation, il montre que le périhélie d'une planète, le périhélie, c'est le point le plus proche du Soleil, qui est le centre attractif d'attraction de ces planètes-là, au cours de sa trajectoire. Donc, ils ont remarqué que ce périhélie se déplace lentement au cours des siècles. Son orbite n'est pas fixe, mais tourne lentement dans son plan. Maintenant, on va prendre le Mercure, la planète Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil. Alors, l'avance du périhélie de Mercure, on peut calculer par la mécanique newtonienne, la mécanique classique, et la valeur de l'avance du périhélie pour cette planète-là. On observe bien sûr, on trouve une valeur qui n'est pas, la valeur théorique n'est pas la valeur observée. On trouve qu'il y a dans la valeur observée un peu plus. Il y a une avance, un peu plus que la valeur calculée théoriquement. C'est ce que nous appelons, donc ce un peu plus, c'est un résidu, un reliant. Donc un résidu de l'avance du périhélie. Et cette avance-là, il est de 43 secondes d'arc par siècle. Donc pendant tout un siècle, la planète, il est là, il est en train de tourner, et pendant un siècle, cette avance, il est de 43 secondes par arc. Donc vous allez me dire, c'est rien du tout.
Effectivement, c'est une valeur négligeable. Mais non, les scientifiques, ils se sont battus pour calculer ça. Et ce n'est qu'après 60 ans à peu près que la réponse a été donnée. Le 18 novembre 1915, Einstein présente à l'Académie de Prusse un manuscrit dans lequel il résout cette énigme qui est vieille de plus de 60 ans, l'énigme de l'anomalie de l'avance du périhélie de Mercure. Et lorsqu'on reprend les calculs théoriques, dans le cadre cette fois-ci de la relativité, eh bien on retrouve la valeur exacte, sans cette avance, avec cette précision, 43 secondes d'arc par siècle. Dans cette situation-là, la réponse qui a été donnée à ce problème-là, c'était une réponse législative. Donc, en résumé, chaque fois que la science se trouve dans une situation telle que l'observation et les prédictions théoriques ne vont pas en pair, nous sommes dans une situation de crise. Soit que la théorie ne marche pas, soit qu'il y a autre chose. Et le plus souvent, les réponses données dans de telles situations, ce sont soit des réponses ontologiques, c'est-à-dire des solutions ontologiques, soit des solutions législatives. Voilà, je vous remercie pour cette écoute qui n'était pas toujours facile et à la prochaine vidéo.